Donc je vais essayer de passer en revue ce que nous avons vu, tout en rappelant et en mettant l'accent sur les points que je pense que c'est intéressant pour nous au niveau de la région. Ou bien sûr, je reste à votre disposition s'il y a des observations, s'il y a des questions par la suite. Donc, ok, c'est bon. C'est bon. Ok, donc dans cette présentation, je vais essayer de passer en revue donc, les aires protégées. Dans un premier temps, avec le contexte général des aires protégées au niveau du monde, le contexte national des aires protégées au niveau du Maroc, quelques généralités sur la biodiversité au niveau donc, du royaume, et par la suite, je vais mettre un focus sur le parc national de Souss-Massa, avec une petite conclusion vers la fin. Juste pour vous dire que le parc national de Yellowstone aux États-Unis, en 1972, fut le premier parc national créé dans le monde. Donc, et depuis, les États-Unis se sont dotés d'un des systèmes les plus performants en matière de parcs nationaux. Et un premier congrès international sur les parcs nationaux a eu lieu aux États-Unis en 1962. Donc l'expérience, l'histoire en relation avec les aires protégées et les parcs nationaux, il date quand même du 19e siècle. Alors, depuis, un important mouvement avait le jour en relation avec la conservation de l'environnement et la protection de la vie sauvage à travers la création d'aires protégées ou de parcs nationaux fut le principal outil de conservation de la biodiversité. Si demain nous décidons qu'il y a un versant, par exemple le Aïnas Mama ou n'importe quel site, nous jugeons que c'est un site très riche en potentialité biologique, écologique et culturelle, et nous voulons préserver ce site pour les générations actuelles ainsi que pour les générations futures, il n'y a qu'un seul moyen, c'est ériger ce site en une aire protégée. Alors jusqu'en 2010, au Maroc, seul était possible la création de parcs nationaux. Il n'y avait pas d'autres catégories d'aires protégées. Donc, notons tous que le meilleur moyen pour protéger la biodiversité, c'est la création d'aires protégées. Ainsi que la majorité des conventions internationales sur la biodiversité mettaient le paquet beaucoup plus sur les aires protégées, vu que ces aires protégées constituent un hotspot pour la conservation de la biodiversité et que c'est le moyen le plus efficace sur ce processus. Et depuis les années 60, plusieurs conventions ont vu le jour sur la conservation de l'environnement avec ses différentes composantes, notamment la Convention internationale des zones humides, dite aussi la Convention de Ramsar, qui a été signée en 1971 au niveau de la ville de Ramsar en Iran. Donc au niveau de la région... Ramsar. Ramsar, l'arabienne, Ramsar. Donc Ramsar, nous dit... Non, ce n'est pas une abréviation, c'est le nom d'une ville, c'est un nom propre. Donc c'est une ville en Iran où il y a eu la signature de cette convention en 1971. Donc et chaque pays qui a signé cette convention, le Maroc il a adhéré à cette convention en 1980, il est dans l'obligation de protéger des habitats de zones humides, qui ont une certaine importance pour les oiseaux migrateurs. À l'heure actuelle, au Maroc, nous avons 24 sites Ramsar dans l'estuaire de l'Oued Souss et l'estuaire de l'Oued Massa. Alors, maintenant, si nous essayons de passer en revue l'arsenal juridique national en matière de conservation de la biodiversité, notons que la première loi qui a visé la conservation de la biodiversité a vu le jour en 1977 et elle était en relation avec le Daesh sur l'exploitation des forêts. Par la suite, en 1922, il y a eu d'autres lois sur la pêche, des lois sur la police de la chasse, et ce n'est qu'en 1934 qu'une loi sur les parcs nationaux avait le jour. Donc, depuis 1934 jusqu'à 2010, c'était l'unique loi présente au niveau national pour protéger un site donné. Comme je vous ai dit, si demain on veut protéger Aïnas Mama et que nous voulons garder cet échantillon d'écosystème pour les générations actuelles et futures, nous ne pouvions la classer que parc national pour pouvoir la protéger. Alors en 2010, donc le Maroc... Il est partagé, il est protégé maintenant ou pas? C'est un site d'intérêt biologique et écologique, ce n'est pas un parc national. Je vais expliquer tout à l'heure la différence. Oui. Oui, je vais expliquer la différence. Alors ce n'est qu'en 2010 que le Maroc s'est doté d'une loi innovante au niveau du pourtour méditerranéen sur les aires protégées. Et en vertu de cette loi, il y a maintenant la possibilité de créer au niveau du Maroc 5 catégories d'aires protégées.
entre autres le parc national. Alors, bien sûr, dans la loi, ou chaque projet de loi, il y a une présentation de c'est quoi une aire protégée. Donc, si on fait une rapide lecture, donc c'est une aire protégée, c'est tout espace terrestre ou marin. Donc, c'est pour cela qu'on entend parler des aires protégées marines. Géographiquement délimité, on ne peut pas dire que là-bas c'est un parc national. Qui dit parc national ou aire protégée dit qu'il y a une délimitation géographique, ça veut dire des points X, Y. Il faut connaître les véritables limites, spécialement aménagées et gérées pour assurer la protection et le maintien de la biodiversité ainsi que d'autres tâches. Si on regarde, là c'était la définition via cette nouvelle loi donc, qui date de 2010 au Maroc. Si on compare avec la définition de l'UCN, l'UCN c'est l'Union internationale de conservation de la nature. Donc, d'après l'UCN, une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini. Donc, c'est similaire, reconnu, donc ça veut dire qu'il a des limites efficaces, consacré, géré par tout moyen efficace juridique et autres. Donc, il faut qu'il y ait une forme de réglementation pour pouvoir maintenir la conservation de cet espace et qui vise donc à assurer à long terme la conservation ainsi que les services écosystémiques. Donc, on regarde qu'on est dans les mêmes standards de ce qui se fait à l'international. Alors, par rapport à cette nouvelle loi, il y a la possibilité de créer, comme j'ai dit, 5 catégories. Alors, la première catégorie, c'est le parc national. Une deuxième catégorie, c'est le parc naturel. Une troisième catégorie, c'est la réserve biologique, la réserve naturelle et le site naturel. Donc, à partir de 2010, c'est possible au niveau national de créer autre catégorie d'aires protégées que les parcs nationaux. Alors, rapidement, donc, juste pour vous dire que cette présentation, il figure dans la documentation qui va être donc donnée et distribuée par le projet. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des notes, vous aurez toute cette documentation. Donc, d'après toujours cette loi... C'est très important. Ce n'est pas la peine de prendre des notes. Les présentations ainsi qu'un document de synthèse au format Word, il existe dans les rapports du projet. Donc, vous allez avoir cette documentation. Alors, la différence entre le parc national et le parc naturel, c'est que généralement, le parc national, ce sont des endroits où il n'y a pas de présence humaine à l'intérieur. Donc, si je prends le cas du parc national de Souss Massa, en vertu de cette loi de 2010 sur les aires protégées au niveau du Maroc, il va y avoir un reclassement. Donc, on ne va plus parler du parc national de Souss Massa, mais on va parler du parc naturel de Souss Massa. Parce qu'on fait de l'activité de développement avec la population locale, des actions de l'agriculture, du développement du tourisme. Donc on est beaucoup plus dans la deuxième catégorie qui est le parc naturel. Et de manière générale, à l'heure actuelle, sur les 10 parcs nationaux qui existent au Maroc, théoriquement, au moins 9 sur 10, pour ne pas dire les 10 parcs, vont être donc dans la deuxième catégorie qui est le parc naturel. Alors parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle la réserve biologique et la réserve naturelle et le site naturel. Donc la réserve biologique, c'est un espace terrestre également marin, mais exclusivement sur le domaine de l'État. C'est-à-dire que les terrains sont des terrains d'eau marine. On ne peut pas avoir des terrains privés dans les réserves biologiques. Donc ça doit être un terrain qui appartient au domaine public maritime, ou sur le domaine hydraulique, ou sur les eaux et forêts, ou les habous. Donc ce sont des terrains qui appartiennent à l'État. La réserve naturelle, c'est un espace naturel terrestre constitué à des fins de conservation et de maintien. Alors pour cet espace, il y a la possibilité, parce que dans la loi, on ne va pas parler que l'administration forestière. On ne parle pas dans cette nouvelle loi de l'administration forestière. On dit l'administration compétente. Ça veut dire que toutes les catégories des aires protégées peuvent être gérées par d'autres administrations que les eaux et forêts. Si demain nous avons une commune qui a un terrain ou qui voit que l'ensemble, par exemple si je prends la vue sur l'Oued Messa ou la vue sur le Dragonnier, dont on a parlé tout à l'heure à Tafraout, si on dit que ça c'est important à protéger pour les générations actuelles et futures, la commune peut, elle, être derrière le lancement de la création d'une réserve naturelle dans ceci. Et dont la gestion va être faite également par la commune. Il y a même la possibilité, notamment dans le cas du site naturel, de déléguer la gestion à une association. Supposons que demain le réseau, dans le cadre de ces initiatives pour la conservation de l'environnement, juge que pour éviter le développement d'une anarchie en relation avec la bétonisation touristique, si on peut appeler ça comme ça, et que nous voulons protéger un site, on peut, avec la même commune qui aurait érigé un site en aire protégée, signer
une délégation de gestion entre la commune et l'association, entre la commune et l'université pour des aspects de recherche. Ça veut dire que cette loi elle est vraiment innovante et elle ouvre la gestion pas que pour les eaux et forêts. Ça c'est le cas véritable pour les trois catégories, sauf pour le parc national et le parc naturel, dont la charge de gestion implique la présence donc, de départements étatiques. Alors comment on crée une aire protégée? D'après cette loi-là, c'est rapide. Donc il faut qu'il y ait le lancement d'une enquête publique qui dure environ 3 mois. Toutes les communes ou les parties de communes concernées par cette enquête publique, les villageois ou les gens peuvent donner leur avis par rapport à leur volonté de créer une aire protégée sur ce site ou non. Si après les 3 mois, la commission en charge de cette étude fait la synthèse que les gens ils sont intéressés par la création de cette aire protégée, il va y avoir un décret. Un décret, donc, c'est signé par le chef du gouvernement qui va ériger ce site avec des limites géographiquement délimitées en une aire protégée selon les 5 catégories qu'on a vues tout à l'heure. Avec un taux d'endémisme intéressant, environ 20% d'endémisme au niveau de ce territoire. Endémique, on veut dire pas une espèce endémique, ça veut dire une espèce qui ne se développe qu'au niveau de ce pays donné. C'est le cas de l'arganerie. L'arganerie, il n'existe nulle part ailleurs à l'état naturel qu'au niveau du Maroc. Donc c'est une espèce endémique. Alors maintenant, pour revenir à cette histoire de cible, on ne peut pas venir chaque jour et dire on va créer une aire protégée. Il faut disposer d'une base de données. C'est dans ce sens que le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a lancé en 1996, dans le cadre d'un accord avec l'Institut scientifique Araba, une étude pour déceler les principaux sites importants pour la conservation de la biodiversité. Et cette étude a pu donc identifier 154 sites d'intérêt, qu'on appelle communément sites d'intérêt biologique et écologique, qui sont destinés à la conservation du milieu naturel d'une superficie de 2,5 millions d'hectares. Alors, ces 154 sites, ils sont à la base du programme de création d'aires protégées. Donc, le cas de Ain Asmama, donc ce sont des sites, le site de Tsemri, ce sont des sites qui ont un potentiel qu'il va falloir conserver. Donc, si demain, dans le cadre de la politique régionale, on décide qu'il va falloir atteindre un certain pourcentage de terrain et de sites conservés au niveau de région donnée, on va tout de suite aller vers ces sites-là parce que les études ont montré qu'ils regorgent de potentialités biologiques et écologiques. Donc là, c'est la carte nationale avec les principaux sites d'intérêt biologique et écologique. Alors au niveau de la région de Souss-Massa, on voit qu'ils sont de l'ordre d'une vingtaine, avec la présence d'un seul parc national qui est le parc national de Souss-Massa, et la présence d'une partie du parc national d'Ereki qui est partagée entre Zagora et Tata, et également le parc national de Tsoukal. Une partie se trouve sur la province de Haouz et une autre partie de ce parc national se trouve sur la limite nord de la province de Tsaroudat. Donc de ce fait, le parc national de Souss-Massa est l'unique parc à 100% dans le territoire se trouve au niveau de la région de Souss-Massa. Alors ce parc, il a été créé en 1991, il est d'une superficie de 33 800 hectares, il se caractérise par une diversité d'habitats, avec la présence de falaises côtières, zones humides inscrites sur la liste Ramsar, sites littoral, steppes littorales, l'arganerie, les euphorbes, donc autant de milieux, autant d'habitats qui expliquent pourquoi ce site est intéressant pour la conservation des espèces, avec la présence de plus de 300 espèces de végétaux, plus de 250 espèces d'oiseaux, à peu près vingtaine de mammifères et 35 d'espèces de reptiles et amphibiens. C'est bien de connaître ces chiffres, mais pour pouvoir les évaluer, il faut les relativiser. Rappelez-vous que tout à l'heure, au niveau national, nous avons parlé de 300 à 350 espèces d'oiseaux. Alors sur le territoire du parc, on peut observer jusqu'à 250 de la faune donc de l'avifaune au niveau national. Ça veut dire que les 3 quarts de la faune sont observables au niveau de la région de sud-ouest, d'où l'importance de développement d'initiatives pour le tourisme ornithologique, parce qu'il y a vraiment des possibilités de vision des oiseaux au niveau de notre région.
Alors, le parc il a passé par un certain nombre de phases en matière d'aménagement et de gestion et développement de réserves de faune. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail des actions qui ont été réalisées, vu que nous aurons donc à passer ensemble la matinée du mercredi, où on pourrait donc directement rentrer en connaissance avec les différents programmes. Alors, par rapport à l'aspect du tourisme, donc l'aspect qui nous intéresse dans cette présentation, c'est bien d'avoir un milieu pour la conservation des ressources naturelles, mais c'est encore mieux si on peut utiliser cet espace pour générer des recettes au niveau donc local et régional. Alors, la devise du parc en matière de développement d'écotourisme, c'est la première, c'est le respect des ressources naturelles, parce que le parc, c'est comme une entreprise. Toutefois, le capital n'est pas d'ordre financier, mais d'ordre de richesse naturelle. Donc, il faut respecter les ressources naturelles et générer des recettes aussi bien pour le parc que pour la population locale. Alors, le parc est également un espace pour le développement d'un tourisme de vision. Il y a lieu de noter que, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, 80% du territoire du parc, c'est un territoire ouvert. Ce n'est pas fermé. Ça, on va le voir également dans notre visite du mercredi. 80% du territoire, c'est ouvert. Les seuls sites fermés, c'est ce qu'on va visiter le mercredi, Inch'Allah, c'est de l'ordre de 3200 hectares, c'est-à-dire moins du 1/10 de la superficie totale du parc. Nous avons réalisé dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la coopération maroco-allemande une étude doctorale sur la fréquentation touristique du parc. Ça a été réalisé sur 2007 à 2009 et nous avons pu déceler la présence de 100 000 visiteurs par an au sens strict, donc comme masse de visiteurs. Ça veut dire à peu près le 1/8 des visiteurs de la ville d'Agadir, ils visitent la région du parc national. Alors, toutefois, donc, pour le développement d'une stratégie de tourisme, nous sommes basés sur un certain nombre de principes. Donc, adopter une approche évolutive et prudente. Notre objectif, c'est valoriser les ressources naturelles. Donc, il faut être vraiment très vigilant pour ne pas causer un impact sur le milieu naturel. Deuxièmement, il faut associer progressivement les populations locales. Vous travaillez dans des structures et vous connaissez, c'est pas facile d'avoir l'adhésion des populations locales pour le développement de certaines structures sur l'accompagnement, l'animation, le guidage. Vous connaissez très bien l'expérience des pays d'appui touristique et vous voyez quel type de problème on doit faire face pour faire de cette population un réceptacle et pour le développement donc, de certains services d'accompagnement au niveau local. Alors, une fois que tous ces processus sont là, il ne faut pas omettre la nécessité de promouvoir, de faire connaître les produits. C'est ce que je viens de faire avec vous lorsque j'ai distribué ce petit poster des produits qu'on est en train de commercialiser dans le parc. Et bien sûr, il faut adopter des cadres de partenariat et de mesures d'accompagnement appropriées. Alors, parallèlement à ça, il y a une convention qui a été signée entre le ministère du Tourisme et le Haut Commissariat pour le développement d'une infrastructure touristique dans le parc sur une superficie de 1000 hectares. Donc c'est juste pour partager l'information. Dans ce sens, je veux partager avec vous également un produit sur l'observation des oiseaux au niveau de l'embouchure de l'Oued Massa. Donc l'embouchure de l'Oued Massa qui se trouve au centre du parc national de Souss Massa. Deux circuits ont été développés à l'état actuel, un circuit pour l'observation des oiseaux et un circuit de balade à dos d'âne pour la découverte de milieux naturels et de paysages. Alors c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec 3 villages qui entourent le Oued Massa, à savoir Sidi Arbat, Sidi Benzar et Sidi Wassai. Il y a eu donc un accompagnement d'un ensemble de jeunes pour créer une association. Cette association donc des accompagnateurs des visiteurs du parc, nous avons signé avec elle une convention pour la valorisation touristique de ce site. Juste pour vous dire que récemment, cette association, nous l'avons appuyée, il a bénéficié d'un financement de l'ordre de 450 000 dirhams pour la mise à niveau touristique du site de l'Oued Massa. Donc il va y avoir des formations pour les accompagnateurs, achat d'un habillement professionnel, quelques aménagements sur place. Donc c'est un véritable partenaire. La convention a été signée en décembre 2005 et on est en décembre 2014. Ça montre qu'après 9 ans, nous avons toujours un noyau de jeunes villageois qui sont intéressés par ces initiatives de développement. Si ce n'était pas rentable pour eux, ils auraient déjà quitté le site pour faire autre chose.
Alors également, dans le cadre de ce processus, plusieurs journées de promotion ont eu lieu, des éducteurs ont eu lieu. Nous avons invité certaines agences de voyage à visiter l'infrastructure, à contacter ces associations locales. Et nous prévoyons également, dans le cadre du projet Drago, dans le cadre de la coopération entre le Conseil régional de Souss-Messa et le gouvernement régional des îles Canaries, de faire une formation au mois de janvier ou février au profit de cette association pour qu'ils bénéficient également des apports de la coopération et pour appuyer donc leur mise à niveau. C'est prévu également que le mois de février de faire un éductour pour inviter les agences de voyage d'Agadir pour qu'ils visitent ce site autrement et pour qu'ils soient plus sensibilisés par les thématiques de développement durable en vue qu'elles laissent la main, une fois sur place, que les guides professionnels qui accompagnent les touristes de l'agence laissent la main à un accompagnateur local pour partager les bénéfices issus d'un tourisme respectueux du milieu naturel. Donc parallèlement à ça, nous avons développé un autre circuit, donc qu'on appelle circuit de découverte de la faune saharienne. Il correspond à la poster que je viens de partager avec vous. Donc c'est un circuit qui offre la possibilité aux visiteurs de découvrir une faune qui a été introduite par le Haut Commissariat et qui a disparu du Grand Sud marocain depuis des décennies. Donc pour pouvoir faire ça, nous avons travaillé avec le CRT sur plusieurs sessions pour informer les agences de voyage. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons à peu près une quinzaine d'agences qui ont signé la charte en relation avec l'exploitation de ce CRT. Directement, chaque agence, s'il a des clientèles, il suffit qu'il soit signataire de la charte. Envoie un email directement à la direction du parc sur l'email pnsoussmessa@gmail.com pour réserver. Alors pourquoi la réservation? C'est parce que la capacité de charge du site est limitée. Il y a 120, comme vous pouvez voir, le site ne peut recevoir que 120 visiteurs par jour. Donc si on divise par 4x4, ça fait, parce que le circuit se fait en 4x4, c'est à peu près 20 à 25 ou à 30 4x4 par jour. Donc l'objectif, c'est que chaque agence peut amener ses clients via 4x4 accompagné d'un guide professionnel de la ville d'Agadir qui va animer le circuit. Je vous informe par la même occasion que nous avons déjà travaillé avec l'association des guides d'Agadir et à l'heure actuelle, une vingtaine de guides professionnels de la ville d'Agadir connaissent ce circuit et ils sont formés pour animer les excursions. Parallèlement à ça, bien sûr, d'autres agences de voyage qui ont leur propre guide, ils ont donc manifesté la volonté de former leur guide, donc une manifestation qui a été donc assurée par la direction du parc national. Donc à l'heure actuelle, donc, cette charte, il fait ressortir comment se fait la réservation, quand est-ce que se fait la visite, les jours ouvrables pour la visite, quelques responsabilités civiles des agences ainsi que les responsabilités du parc. Donc comment se fait la visite, comment se fait la réservation, tout ceci est expliqué sur les 3 ou les 4 pages de la charte qui sont signées par l'agence de voyage intéressée. Donc là, il y a eu des sorties de repérage avec des agences de voyage d'Agadir. Nous prévoyons de faire très bientôt la même chose avec le CRT de Marrakech pour informer les agences de voyage à Marrakech sur ce produit, qu'ils ont des excursions d'une journée au niveau de la région. Il y a eu également des réunions au niveau de la salle de CRT. À chaque fois, il y avait au moins une dizaine d'agences de voyage qui ont participé aux différentes réunions. Donc la concertation doit se faire et doit continuer à se faire pour pouvoir faire du parc une possibilité de diversification de l'offre touristique. Et j'imagine, Inch'Allah, la sortie qu'on va voir ensemble pour le mercredi va vous montrer que nous avons des produits vraiment uniques, pas seulement au niveau de la région, mais au niveau national et même international sur tout le pourtour méditerranéen, parce que nous donnons la possibilité aux visiteurs de la région de découvrir une faune qui a disparu donc de la région et du sud du Maroc de manière générale depuis des années. Donc là, c'est par rapport à l'investissement touristique. Je vais juste compléter, tant que je suis en train de parler sur le tourisme, par alors, je voulais également partager avec vous une information sur
sur une autre intervention sur la valeur économique derrière la valorisation des sites protégés. Parce que généralement, lorsqu'on dit sites protégés, on dit que c'est fermé, ce sont des écosystèmes fermés et qu'on ne peut pas en profiter de toute activité qui se déroule sur cet arrière-pays. Alors ce n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs méthodologies qui ont été développées pour prouver qu'un système d'air protégé peut également être un système de développement, peut constituer un scénario de développement au niveau d'une région donnée. Donc nous avons appliqué ça au niveau du site Ramsar de l'estuaire de l'Oued Massa et nous avons pu déceler un certain nombre de valeurs. Mais avant donc de passer en revue ces valeurs, je voudrais juste d'abord partager avec vous un certain nombre d'informations. Alors pour une valeur économique, on peut distinguer deux types de valeurs. Pour la valeur économique d'un écosystème donné, il y a deux grands types de valeurs. Ce qu'on appelle les valeurs d'usage et les valeurs de non-usage. Pour les valeurs d'usage, ils sont également répartis en trois catégories. La valeur d'usage direct, la valeur d'usage indirect et les valeurs d'option. Les valeurs d'usage direct, c'est le bois, c'est l'agriculture, c'est la chasse, c'est l'écotourisme. Donc c'est une exploitation directe du milieu naturel. Alors les valeurs d'usage indirect, là on parle d'aspects beaucoup plus généraux. Changement climatique, la régulation d'inondations. Donc les écosystèmes, ils ont également un rôle et une valeur indirecte qui fait part de la valeur économique totale. Alors il y a une valeur d'option. C'est quoi une valeur d'option? Parfois on peut discuter avec des scientifiques et on va voir qu'au niveau d'un tel écosystème, on ne va pas par exemple détruire une espèce de végétaux ou une espèce de plante, c'est pas parce qu'il n'a pas d'utilité, c'est pas parce qu'il n'a pas de valeur économique, mais parce que pour le moment, à l'état d'avancement de la recherche, nous n'avons pas encore pu déceler son importance. Mais on la laisse parce qu'il a une valeur d'option. Peut-être c'est à partir de cette plante demain, et il y a beaucoup d'études par rapport à ça, qu'on pourrait extraire des molécules actives qui vont guérir certaines maladies dont l'humanité souffre à l'état actuel. Donc là, ce sont les valeurs liées à l'usage. Mais il y a d'autres types de valeurs économiques qui ne sont pas liées à l'usage, ils sont donc des valeurs de non-usage. La première chose, c'est la valeur d'existence. Le fait qu'une espèce existe dans un écosystème, ça lui confère une valeur. Qu'on parle de valeur d'existence, peu importe son utilisation, peu importe sa valeur par rapport à l'autre. Mais le fait qu'il existe, il a une certaine valeur économique. Il y a une valeur patrimoniale, c'est lorsqu'on va se dire que, par exemple, au niveau de l'arganerie, on connaît tous les usages de l'arganerie, mais on est allé jusqu'à l'inscrire comme patrimoine de l'humanité. Pourquoi nous avons fait l'effort de l'inscrire comme patrimoine de l'humanité? C'est parce que pour nous, ça a une valeur également culturelle. Donc, ce sont les différents types de valeurs. Donc là, à travers la méthode qu'on a traitée sur le Oued Massa, on n'a pas essayé donc de rechercher ces différentes valeurs, on s'est focalisé juste sur la valeur d'usage direct en relation avec la récréation et l'écotourisme. Alors de la même manière, il y a plusieurs types de méthodologies de recherche, je ne vais pas rentrer dans leurs détails. Alors, pardon, j'arrive pas à activer l'animation. Ah, c'est pas la pression, c'est celui-là. Si on peut... On n'est pas là. Alors, donc, l'embouchure de l'Oued Massa, c'est ce que vous voyez ici donc, au niveau donc, de la carte du parc. Il se trouve au cœur du parc. C'est un site Ramsar inscrit sur la liste Ramsar depuis 2005. Alors, c'est une escale intéressante pour les oiseaux migrateurs. Il y a beaucoup d'espèces observées donc, le long de la période d'hivernage sur le site. Donc, de manière générale, voilà comment se présente donc l'estuaire de l'Oued Massa avec la présence d'un bouchon sablonneux
Donc au niveau de cet espace-là, comme vous pouvez voir ici sur l'image Google Earth, et à chaque fois qu'il y a des précipitations énormes dans la région, notamment ce que nous avons vécu à l'heure actuelle, l'embouchure elle est ouverte. Donc tout ce bouchon de sable, il a disparu à l'heure actuelle en raison des précipitations que nous avons enregistrées il y a une quinzaine de jours. Ça a disparu totalement. Donc là, quelques espèces d'oiseaux observables. Donc je vais essayer donc de passer directement à la méthodologie que nous avons réalisée pour pouvoir extraire cette valeur économique de l'estuaire de l'Oued Massa. Donc nous avons réalisé 480 enquêtes, donc le long de l'année 2010, donc sur les 12 mois de l'année. Donc chaque mois a été concerné par les enquêtes. Et pour chaque mois, il y a une répartition égale entre les jours ouvrables de visite et les jours fermés, c'est-à-dire entre les jours de fête et de week-end avec les jours de travail, les jours ouvrables, pour pouvoir déceler est-ce que la fréquentation varie en fonction que ce soit un lundi ou un samedi et dimanche. Alors parallèlement également à ça, donc sur la période de cette enquête, nous avons collecté l'ensemble de ces données et on les a traitées par des logiciels spécifiques. Alors chaque enquête, ça correspond à 32 questions. Donc chaque personne enquêtée, il répond à 32 questions. 32 questions multipliées par 480 fiches d'enquête. Donc imaginez, pour chaque question, vous aurez 480 enquêtes. Et il y a des questions où on va avoir 3 niveaux de réponse, c'est-à-dire entre 10 et 15, entre 15 et 32. Donc on va avoir une couche de données très importante, d'où l'importance de ces logiciels pour les analyses statistiques. Alors, les premiers résultats qui ressortent donc de cette étude, comme vous pouvez voir, c'est que environ 80% des visiteurs sont des visiteurs étrangers, qui ne viennent pas donc ni de la région ni du Maroc. Ce sont des visiteurs étrangers. Ça veut dire 4 visiteurs sur 5, ce sont généralement des visiteurs donc européens. Alors, lorsqu'on regarde qu'est-ce que ces visiteurs ils ont dépensé pour atteindre le site. Parce que généralement, ces visiteurs européens, ils résident dans des structures d'hébergement. Généralement, c'est au niveau des Gadir. Pas que généralement, on va voir tout à l'heure que la destination, la fréquentation, elle est similaire à ce qui se passe au niveau des Gadir. Donc, on va voir qu'environ plus de 90%, si je fais le rassemblement de ces classes d'argent, ils dépensent au moins 100 dirhams pour atteindre le site. Donc s'il est par exemple au niveau de Biogla, ce n'est pas la même chose qu'au niveau d'Agadir. S'il est au niveau d'Agadir, comment atteindre le site de l'Oued Massa? Vous êtes des professionnels, la fameuse excursion Massa, Barrage, Tafara, Oudiva à Massa. Soit il y a des individuels. Comment ils vont faire? Donc ils procèdent par location d'un véhicule de location et avec leur guide, donc ils atterrissent au niveau du site de l'Oued Massa. Donc ça fait en moyenne, on va voir que plus de 70%, ils ont au moins payé 200 dirhams pour atteindre le site. Donc c'est une dépense qui est faite à une certaine échelle au niveau de l'économie régionale. Alors, dans la fiche d'enquête, c'est un moyen de nous renseigner sur les raisons de visite. Pourquoi ils visitent ce site? Qu'est-ce qui les a attirés au niveau de l'Oued Massa? On va voir que 61% ils sont là pour la découverte du paysage. Donc dans les fameux guides du tourisme, on va vous dire que l'Oued Massa c'est un site intéressant pour le paysage. Donc c'est pour cela qu'il y a des raisons. Il y a ceux qui veulent découvrir le parc, découvrir les oiseaux, découvrir l'arrière-pays. Mais les gens qui font cette visite, ils sont à la recherche de la beauté du paysage, à la découverte de l'arrière-pays, de la ville d'Agadir, à la connaissance du parc. Alors, dans le cadre de cette enquête, il y a ce qu'on appelle le consentement à payer. Le consentement à payer, c'est la technique développée par l'économiste, et plus spécialement par les économistes qui s'intéressent à l'environnement, pour pouvoir extraire combien on est prédisposé à payer pour un bien ou un service environnemental. C'est-à-dire, supposons que nous avons un milieu naturel à ce niveau-là, que nous voulons protéger. Donc chacun, il va lui accorder sa propre valeur. Par exemple, pour monsieur, il va dire que pour moi, ce n'est pas intéressant. Mais pour l'autre, vu l'intérêt du site, pour les différents types de valeurs qu'on a vues tout à l'heure, il va lui accorder une valeur. Pour pouvoir extraire cette valeur,
il y a ce qu'on appelle le consentement à payer. On pose des questions aux visiteurs. Si demain donc, des services seront fournis sur place ou nous voulons protéger tel ou tel espace, combien vous êtes donc prédisposé à payer. Donc c'est une technique très connue à l'échelle mondiale qui a déjà fait donc l'objet de plusieurs travaux de recherche, pas que sur les parcs nationaux, mais dans différentes thématiques en relation avec les ressources naturelles. Et on va voir que 84% ils sont prédisposés à payer au moins 20 dirhams. Ça veut dire que sur tous les visiteurs du site, ils ont la prédisposition à payer au moins 20 dirhams comme ticket d'entrée. Le consentement à payer, vous pouvez donc l'imaginer comme sorte de droit d'entrée ou ticket d'entrée pour atteindre le site. Il y a des gens, par exemple, pour ces deux segments qui sont prêts à payer, comme vous pouvez voir, entre 40 et 80 dirhams, c'est à peu près ces deux segments, c'est 57%. Alors, sur la base de l'ensemble de ces résultats, nous avons pu estimer combien de visiteurs fréquentent le site de l'Oued Massa. Et ils ont été de l'ordre de 40 000 visiteurs, 40 300 visiteurs qui ont fréquenté l'Oued Massa le long de l'année 2010. Donc, ces 40 000, sachant que Agadir c'est à peu près 800 000 visiteurs par an, on est aux alentours de 5% de la ville, des visiteurs de la ville d'Agadir sont au niveau de l'embouchure de l'Oued Massa. Donc nous avons essayé de faire la comparaison avec les statistiques officielles du ministère du Tourisme pour la destination Agadir. Et nous avons donc ce diagramme qui montre que la fréquentation de la ville d'Agadir est différente le long de l'année. Ça dépend des mois, ça dépend des périodes. Donc vous savez pertinemment que le tourisme, il y a des hautes et des basses saisons. Mais si nous suivons la fréquentation au niveau de l'Oued Massa que vous voyez en couleur bleue, on va voir que le rythme d'évolution au niveau de l'Oued Massa, il suit particulièrement de la même manière la ville d'Agadir, excepté pour le mois de juillet, où on va voir que nous n'avons pas vraiment le grand pic que nous avons au niveau d'Agadir. La raison, elle est très simple. C'est qu'à cette période-là, la ville d'Agadir, il y a plein de visiteurs nationaux, plein de visiteurs marocains qui sont là pour la plage et qui ne sont pas là pour autre chose. Alors que pour une autre saison où la ville d'Agadir, il y a plus de touristes étrangers, ils ont la possibilité d'aller voir ailleurs. C'est pour cela que l'évolution ne suit pas de la même manière. Alors, bien sûr, ce système d'évaluation économique nous permet de faire et de capturer certaines valeurs économiques. Sur l'ensemble des personnes enquêtées, la moyenne est dépendante d'un certain nombre de variables par rapport à leur nombre d'enfants, par rapport à leur salaire, par rapport à leur satisfaction de visite. Lorsqu'on écrit tout ça sous une formule mathématique, ça nous donne une valeur d'environ 1 800 000 de recettes que nous pouvons faire juste avec les tickets d'entrée si demain on améliore les services et on met sur place donc un système de droit d'entrée. Donc c'est une recette qui pourrait être faite sur le site. Alors de la même manière, le type il permet de ressortir ce qu'on appelle la valeur économique liée à la récréation, qui est symbolisée par le CS, qui est le surplus du consommateur. Le surplus de consommateur en économie, c'est ce que gagne le consommateur en achetant les biens et services avec la valeur du marché. Et dans la composition de ces 490 dirhams, on va retrouver une restauration le long de la route. Par exemple, il s'est arrêté à Sidi Bibi pour prendre un tagine ou il a mangé quelque chose à Massa. On va trouver les 300 ou les 400 dirhams liés à sa dépense pour atteindre le site, soit via une agence de voyage, soit via une agence de location. Donc c'est ça donc, la véritable valeur intrinsèque que chaque visiteur paye indirectement pour atteindre le site. Donc c'est 490 multiplié par l'ensemble des visiteurs. Et si on prend en considération le pourcentage des personnes qui ont voulu payer, on est aux alentours de 20 millions de dirhams, qui est une valeur économique là, qui est réellement injectée dans l'économie parce que ces visiteurs, ils ne sont pas potentiels, ils sont réels, ce n'est pas comme l'autre valeur. Donc il y a 20 millions de dirhams économiquement injectés dans l'économie régionale de la région. Ce qui montre qu'on peut faire de la conservation du milieu naturel sans omettre l'aspect valorisation. Mais pour moi, et je pense pour nous tous, il reste un défi.
c'est que sur ces 20 millions de dirhams qui est réellement injecté dans l'économie régionale, comment on pourrait partager ça avec la population locale? Parce que si on demande aux villageois dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que vous bénéficiez de cette forme de tourisme, ils vont vous dire que c'est de la poussière. Les 4x4 passent, ils laissent de la poussière pour les villageois. Parce que le paiement ne se fait pas concrètement au niveau de l'Oued Massa. Le paiement, il se fait chez les tour opérateurs lorsque le touriste achète son package ou chez les agents de voyage lorsqu'on va faire une réservation ou lorsqu'on va faire la location d'un véhicule de location. Donc ça sous-entend qu'il y a une économie liée à la valorisation du milieu naturel, mais l'incidence économique n'atteint pas jusqu'au niveau local. Et là, ce sont des chantiers qui nous interpellent, notamment à travers la régionalisation avancée, à travers la solidarité régionale, pour utiliser et développer ensemble notre territoire, mais également qu'il y ait une forme de responsabilité et d'équité entre les différentes couches. Et je vous remercie pour votre attention. Donc c'est les gens qui suivent un peu